Et donc, on revient sur une décision qui est une décision historique dans le paysage médiatique français. C'est la première fois qu'il y a une condamnation d'un média pour des propos considérés comme climato-sceptiques. C'est le 13 novembre dernier que c'est arrivé. Le Conseil d'État a confirmé la sanction infligée par l'Arcom à CNews pour une séquence de punchline du 8 août 2023 où donc Philippe Herrlin qualifiait le réchauffement climatique d'origine humaine de mensonge, d'escroquerie ou de forme de totalitarisme. Pour mieux en parler, je vous propose d'écouter ces extraits justement de cette fameuse intervention. Et après, je donne la parole à Philippe Herrlin qui est avec nous. Le réchauffement climatique anthropique est un mensonge, une escroquerie. À un moment, il va falloir poser les choses scientifiquement. Ce n'est pas une loi de la science. D'ailleurs, comme le rappelait très justement la climatologue, elle dit que ce sont des modèles. Ah voilà, un modèle, ce n'est pas la même chose qu'une équation. E égale MC2, c'est une équation. C'est si elle est vérifiée. Il n'y a pas de consensus scientifique autour de E égale MC2. C'est vrai, ça marche. C'est comme ça que fonctionnent nos centrales nucléaires, notamment. Donc, il n'y a aucune discussion là-dessus. Là, il n'y a pas d'équation équivalente avec d'un côté les émissions humaines de CO2 et l'autre côté du signe égal, l'augmentation de température. Il y a des modèles. Un modèle, c'est quoi? On prend les données du passé, on formule un certain nombre d'hypothèses, on essaie de prévoir l'avenir. Ça, en tant qu'économiste, parce que ça tourne beaucoup en économie, ça ne marche pas. On l'a aussi constaté lors de la crise du Covid, où, selon l'Imperial College, il y aurait 500 000 morts si on ne confinait pas. C'est d'ailleurs le chiffre qu'a repris Emmanuel Macron dans son intervention pour justifier le confinement, dont on sait maintenant que ça ne servait à rien. Donc, il n'y a pas de réchauffement climatique. Il y a de nombreux scientifiques qui le disent. Je ne suis pas certain qu'Elena soit d'accord avec vous. Il y a des associations climatiques comme Clintel qui réunissent des scientifiques, des experts qui disent qu'il n'y a aucune urgence climatique. Le prix Nobel de physique de 2022 a dit qu'il n'y avait pas de réchauffement climatique. Depuis qu'il l'a dit, il est bloqué sur tous les médias et les interventions qu'il devait faire dans des instances internationales. Donc évidemment, après, on peut dire « Ah, tous les scientifiques qui s'expriment disent qu'il y a un réchauffement climatique ». C'est faux. Donc le climat a toujours évolué, il va continuer de le faire. Mais nous expliquer que c'est à cause de l'homme, ça non, ça c'est de l'ordre du complot. Et pourquoi ça a autant de poids? Parce que ça justifie l'intervention de l'État dans notre vie. Et ça a aussi absous l'État de devoir diminuer ses dépenses publiques. Elisabeth Borne a annoncé qu'on allait dépenser 60 milliards d'euros par an pour lutter contre ce soi-disant réchauffement. Et comme ça, l'État dit je ne peux pas faire d'économie, il y a le réchauffement. C'est très pratique. Et puis ça permet d'intervenir dans la vie des gens, l'habitation, le transport, l'industrie, l'agriculture. Et pour moi, c'est une forme de totalitarisme. Moi qui suis un économiste libéral, c'est une forme de totalitarisme. Voilà. Alors, il vous a reproché beaucoup de choses, Philippe Herrlin. Bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle d'abord que vous êtes économiste. D'ailleurs, à un moment donné, vous dites en tant qu'économiste, je peux parler des modèles, spécialiste des questions monétaires, auteur notamment de Bitcoin, comprendre et investir, guide pratique des crypto-monnaies chez Erol. Alors là, c'est pas vraiment le sujet, quoique justement, c'est à partir de votre casquette d'économiste que vous pouvez travailler sur les modèles, comme vous le disiez. Alors, qu'est-ce qui vous est reproché et surtout, qu'est-ce qui est reproché à la chaîne? Parce que finalement, c'est vos propos, mais vous-même, vous n'êtes pas accusé directement. C'est la chaîne qui est accusée, d'une certaine façon, d'avoir laissé ses propos sans les contredire. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, d'ailleurs, puisque la séquence entière fait environ 20 minutes et elle a été... Il y a une contradiction qui a été apportée. D'ailleurs, on l'entend à un moment donné, il dit « Je ne suis pas sûr qu'Elena soit d'accord avec vous », apportée par une climatologue qui, elle, n'était pas d'accord avec vous. Donc bon, déjà, premier sujet. Et puis, plus largement, qu'est-ce que ça veut dire de ne plus pouvoir parler d'un point de science scientifique concernant un réchauffement climatique? Est-ce qu'on n'a plus le droit de débattre? En fait, c'est tout le sujet. C'est tout le problème, oui, parce que cette intervention-là, elle a été très vite, elle a commencé à buzzer sur Internet. Et peu de temps après, quelques jours après, l'association Quota Climat a décidé de porter plainte auprès de l'Arcom. Quota Climat, c'est une association, c'est un peu les chiens de guerre du réchauffement climatique. C'est même pas des scientifiques, c'est les anciens attachés parlementaires qui l'ont constitué et qui scannent les médias. Et dès que quelqu'un sort de la doxa réchauffiste, hop, il porte plainte devant l'Arcom. Donc c'est ce qui a été fait. Et l'Arcom a condamné. Donc ça, cette intervention, cette émission, ça date du 8 août 2023. Il y a eu la plainte de Quota Climat. Et le 3 juillet 2024, l'Arcom condamne CNews et lui met 20 000 euros d'amende sous le prétexte, et c'est ça qui est effarant dans cette histoire, sous le prétexte d'absence de contradiction, ce qui est faux, parce que quand on regarde toute la séquence sur sa durée, et d'ailleurs elle est encore en ligne sur le site de CNews, on peut la retrouver, je l'ai mise sur mon X pour que les gens puissent la voir, on se rend bien compte qu'il y a justement la fameuse Elena, qui est une thésarde en climatologie, qui est complètement alignée sur le GIEC, qui était invitée sur le plateau, et c'est très bien, autant que tous les avis puissent s'exprimer. Et sur toute la séquence, c'est elle qui a parlé largement le plus longtemps.
Et d'ailleurs, on voit dans l'extrait que vous avez passé qu'à un moment, le journaliste me coupe pour lui redonner la parole. Oui, en disant Hélène ne sera pas d'accord. Voilà. Et donc, mais ceci dit, il est parfaitement dans son rôle. Il est tout à fait raison. Comme j'apporte un élément de contradiction, il est normal qu'il donne la parole à l'autre point de vue. Justement, il a fait son travail, le journaliste de CNews. Mais le problème, c'est quoi? C'est que la thésarde Elena n'a pas répondu frontalement à l'argument que j'ai développé. Elle a dit je suis d'accord avec tout ce qui vient de dire sur le plateau, parce que les autres personnalités du plateau étaient aussi favorables à un réchauffement. Donc elle a dit je suis d'accord avec tout le monde. Et elle ne s'est pas attachée à contredire ce que je viens de dire. Ah oui, d'accord. Et donc, mais bon, c'est pas de la faute de CNews. Si on a deux idées qui s'opposent, même si elles ne viennent pas frontalement se contredire, ça ne marche pas pour eux. Bah pour eux, ça ne marche pas, parce que même si elle ne m'a pas contredit directement sur mon argumentation, elle a parlé près de 10 minutes, plus de la moitié de la séquence, c'est elle qui a parlé, et donc elle a eu tout le temps d'expliquer et de développer son point de vue. Donc c'est pour ça que cette absence de contradiction est complètement fallacieuse. Et justement, le malheur, qui fait qu'on est arrivé ici, c'est que le Conseil d'État, comme vous l'avez dit, vient de confirmer cette décision. Il vient de confirmer parce que CNews, moi, quand j'ai vu ça, j'ai appelé le contact que j'avais à CNews, je me suis dit, porter plainte devant le Conseil d'État parce qu'il y avait une contradiction. Il suffit de voir le replay, c'est évident pour tout le monde. Donc, ce qu'ils ont fait, ils sont allés devant le Conseil d'État. Et le Conseil d'État, non, il a dit il n'y avait pas de contradiction, ce qui est complètement aberrant. Mais voilà, ils ont été condamnés pour ça avec 3 000 € en plus des 20 000 pour frais de justice. Mais en fait, il y a énormément de conséquences à tirer de tout ça parce que la première chose, c'est que donc on n'a plus le droit en fait d'affirmer un point scientifique qui est désormais considéré comme un fait incontestable, une vérité unique. Donc on n'a plus de débat scientifique, c'est fini. Voilà, c'est-à-dire en plus le Conseil d'État, dans ses attendus, parle de caractère scientifique établi pour le réchauffement. Oui, c'est ça. Ce que même les défenseurs du réchauffement ne disent pas. Eux, ils parlent de consensus, ce qui n'est quand même pas du même niveau. Ils parlent de consensus, qui est largement fabriqué, mais bon, eux, ils parlent de consensus. Mais ils disent c'est un fait établi, il n'y a pas à discuter. Et le problème, c'est quoi? C'est que, en fait, là, ce qui s'est passé, quand j'ai été invité sur CNews, je n'étais pas invité pour parler du climat. En plus, dans les sujets qu'on m'avait envoyés à l'avance, il n'y avait pas ça. Oui. C'est juste au dernier moment, en fonction de l'actu, en fonction des gens. Ça, voilà, et hop, on va parler du climat. Voilà, donc je n'étais pas invité là-dessus. Le problème, c'est que les défenseurs du réchauffement refusent le débat. Il est impossible de débattre. Et là, avec cette décision de l'Arcom, ça veut dire que les médias mainstream ne peuvent plus discuter du sujet du climat, parce que s'ils invitent quelqu'un qui est un peu critique, moi j'y suis allé franco, j'ai dit que globalement c'est une escroquerie. On a entendu, on sait qu'il y a plusieurs climato-sceptiques, plusieurs qui eux disent non, il y a un réchauffement, mais pas tant que ça, on exagère l'alarmisme climatique. Qui n'est pas lié à l'homme. Voilà, ou alors ils disent l'homme, ça peut être lié à l'homme, mais d'une part, c'est cyclique, bref. Mais uniquement pour une petite partie, il y a d'autres causes, etc. Voilà, des gens qui ont une approche plus prudente et plus modérée que la mienne. Voilà. Mais même eux, parce que de toute façon, s'ils sont invités sur un plateau, il sera impossible de trouver quelqu'un pro-GIEC ou pro-réchauffement en face, parce qu'ils refusent le débat. J'ai envie de dire, ils ont raison, parce qu'ils ont gagné la partie, donc ils n'ont pas de risque à prendre, à discuter. Mais la réalité, c'est ça, c'est qu'il n'y a plus de débat possible. Il y avait cette condamnation. Partie, mais pas la partie de la vérité, pardon. Alors voilà, tout à fait, mais tout à fait. Mon cavalier blanc, mais voilà. Oui. Non, mais c'est quand même embêtant, parce que donc il y a cette décision, en effet, du Conseil d'État qui impose maintenant un point comme étant une vérité inébranlable et indiscutable, ce qui n'est pour moi, c'est l'antithèse de la science, déjà, première chose. Sont fréquemment cités pour étayer la théorie du réchauffement planétaire provoqué par l'homme. Mais la glace renferme des données que l'on mentionne très rarement. Le professeur Ian Clark est un éminent paléoclimatologue qui analyse en Arctique les températures de la Terre depuis des centaines de milliers d'années. Quand on s'intéresse au climat sur une très longue échelle temporelle, on recherche des matériaux géologiques qui ont enregistré les variations climatiques. Prenons une carotte de glace, par exemple. Certes, on reconstitue la température à partir des isotopes de la glace, mais on libère également l'atmosphère prise dans cette glace et on peut alors observer le CO2 qu'elle contient. Le professeur Clark et d'autres chercheurs ont en effet mis en évidence un rapport entre la variation du taux de CO2 et celle de la température de l'air, mais pas celui qu'on attendait. Voici l'enregistrement climatique présent dans la carotte de Vostok.
En rouge, c'est l'évolution des températures d'une époque lointaine à une époque plus proche, dans un intervalle capital, puisqu'il commence juste après une ère de glaciation. On note que la température grimpe, mais aussi que le CO2 la suit, avec un temps de décalage, un retard de 800 ans. On peut donc dire que la température a 8 siècles d'avance sur le CO2. Plusieurs études majeures de la calotte glaciaire ont été menées et toutes montrent la même chose. Les températures augmentent ou diminuent, puis quelques siècles plus tard, le taux de dioxyde de carbone les suit. Donc, de toute évidence, le dioxyde de carbone n'est pas la cause de ce réchauffement. On peut même dire que le réchauffement entraîne l'augmentation de dioxyde de carbone. Très clairement, le CO2 ne peut pas causer les changements de température. Il en est le produit. Il suit les changements de température. Les mesures réalisées grâce au forage de la calotte glaciaire nous conduisent au cœur même du problème. On dit que la température montrera si le taux de CO2 en tant que gaz à effet de serre augmente dans l'atmosphère. Mais les forages font la démonstration inverse. Ils prouvent que l'hypothèse fondamentale de la théorie du changement climatique due à l'homme est fausse. Puisqu'on doit pouvoir débattre et faire avancer, et on sait très bien, depuis l'histoire de toutes les grandes découvertes, à chaque fois, le découvreur était celui qui était insulté. Très souvent, oui, très souvent. Oui. Les premiers, la dérive des continents de Wegener, pendant très longtemps, on l'a passé pour un fou, pour un complotiste. Exactement. Donc, voilà, il y a plein d'exemples dans la science. Donc, il faut pouvoir débattre, il faut accepter ça. Et deuxième chose, c'est quand même intéressant cette décision. On peut tenter de le prendre du côté, entre guillemets, positif, en tout cas au moins intéressant, en se disant, mais dans ce cas-là, qu'on aille chercher tous ceux qui ne font pas de contradiction sur leur plateau, et c'est plutôt du côté des médias publics, alors effectivement, de France Télé, si on prend la tournée des médias de Gabriel Zucman, tous les économistes à peu près sérieux disent que sa taxe est catastrophique et n'a pas de sens. Où sont les débats? Enfin, si on n'a plus le droit d'imposer quelque chose sans il a passé plusieurs semaines à avoir table ouverte sur tous les médias sans contradiction. Il n'y a jamais eu de débat. D'ailleurs, je pense qu'il refuse de débattre. Parce que s'il était en face d'un économiste sérieux, il se ferait pulvériser. Voilà. Oui. Donc, mais je veux dire, c'est un exemple parmi d'autres, mais il arrive très souvent que des idées comme ça passent sur les médias et sans contradicteur. Donc, c'est quand même effarant que. Et puis, pourquoi obliger à une contradiction? Enfin, qu'il puisse y avoir une contradiction, oui, mais les journalistes ont aussi le droit de recevoir quelqu'un qui exprime un avis, et puis dans une autre émission, ils vont recevoir une autre personne qui a un autre avis. C'est aussi de leur choix. Ils ne sont pas obligés d'avoir en face tout de suite pour répliquer. Je veux dire, c'est aussi évidemment la liberté du journaliste et puis, d'organiser son émission comme il le veut. Tout à fait. Et puis, on peut considérer, moi je sais qu'on porte cette ligne-là, de se dire, écoutez, cette version-là, on l'entend partout. Voilà. Donc, venez chercher chez nous une autre version. Et puis, comme vit la pluralité des médias, eh bien, la pluralité se fait à travers les différents médias. Donc, c'est dans le paysage médiatique. Si on laisse le jeu se faire naturellement, on a cette opposition. C'est aussi l'auditeur qui choisit les médias et qui, lui, peut faire le pour et le contre sur les différents sujets. L'auditeur est censé avoir son intelligence et son esprit critique. Alors, ça va encore un peu plus loin que cette décision du Conseil d'État, puisque Quota Climat, dont vous avez parlé, qui est l'association qui a saisi l'ARCOM, et qui l'a signalé après votre passage, Quota Climat travaille avec un groupe parlementaire sur une proposition de loi. Donc elle est à l'initiative de cette proposition de loi qui instaurerait une responsabilité des médias en matière d'environnement. Donc qui va tout à fait dans ce sens-là. C'est-à-dire c'est une chance pour eux, cette décision du Conseil d'État qui finalement valide avant même que cette loi soit votée. Le poids sur les médias, parce que veut dire une responsabilité des médias en matière d'environnement? Ça veut dire l'obligation finalement de ne faire, j'imagine, de ne faire vivre qu'un seul son de cloche, celui qui va dans leur sens. Absolument, on sait que Quota Climat, justement, c'est les anciens attachés parlementaires. C'est des lobbyistes. C'est leur qualité, c'est-à-dire ce sont des lobbyistes, c'est pas des scientifiques. On sait que depuis plusieurs années, ils poussent à pas faire passer des textes qui restreindraient la liberté d'expression sur ce sujet. Il faut quand même rappeler que la directrice de Radio France a dit qu'un climato-sceptique ne pouvait pas intervenir sur les chaînes de Radio France. Donc il y a déjà tout ce groupe-là qui interdit le débat. Mais ce que veut faire Quota Climat, c'est de l'imposer sur tous les médias.
y compris des médias comme CNews qui peuvent accepter de recevoir des gens un peu climato-sceptiques qui ça va un petit peu de temps en temps. Là, ça tombe sous le coup de la loi. Donc et là, ce serait carrément une loi. Donc, et ces décisions de l'ARCOM et du Conseil de l'État, ça va dans leur sens parce que ça fait jurisprudence. Et donc, après, ils auront beau jeu de dire, faisons une loi. Oui, faisons des textes pour graver ça dans le marbre. Oui, c'est ça. C'est quand même très, très inquiétant. C'est extrêmement grave pour la liberté d'expression parce que là, ça concerne le climat, mais ça pourrait concerner d'autres sujets plus tard. Bien sûr. Donc, en fait, on se demande à quel moment les Français vont réagir. En fait. Parce que là, ce qui se passe, c'est très grave. C'est-à-dire pas de débat sur le climat. On se dit, le climat, ça ne me concerne pas directement. Si, d'abord, parce que derrière le climat, il y a les voitures. Pourquoi on construit les éoliennes? Pourquoi on impose la voiture électrique en 2035 au nom du climat? Donc, justement, c'est un sujet qui a un poids énorme dans nos vies quotidiennes qui pèse sur notre économie, quoi. Et puis cette proposition de loi, si elle est validée, on va dire, mais c'est vraiment, moi je suis assez d'accord avec vous, on va tous tomber sous le coup de la loi, une nouvelle forme de totalitarisme, une pensée unique, pas le droit de débattre. C'est très très inquiétant. Et à quel moment va-t-on se réveiller? Les parlementaires vont-ils se réveiller? Les élus, les politiques, et puis les Français, tant qu'à faire. Est-ce qu'il y aura un peu de pression? La dernière question que je voulais vous poser, c'est justement ça. Est-ce que vous, personnellement, ou à côté de ça, vous avez eu un mouvement derrière vous de soutien peut-être? Je vois sur X qu'il y a pas mal de gens qui me soutiennent. Il y a un avocat que je ne connais pas qui s'est aussi étonné de cette décision, donc je l'ai retweeté. Voilà. Enfin, ça buzz quand même pas mal, au moins sur X, qui est aussi un espace de liberté. Je vous remercie de me recevoir aussi aujourd'hui, et j'espère que ça va prendre un peu d'ampleur parce que après le climat, quoi d'autre, quoi. Voilà. Exactement, c'est très inquiétant. Merci beaucoup Philippe Herrelin en tout cas, et merci d'être venu ici dans nos studios. Je rappelle que vous êtes économiste et auteur de Bitcoin, comprendre et investir, guide pratique des crypto-monnaies aux éditions Erol. Merci Philippe Herrelin, merci à vous tous chers amis. La liberté d'expression, c'est d'abord un pilier des sociétés fondamentales démocratiques. Elle représente le droit pour chaque individu d'exprimer ses idées, ses opinions, ses croyances, sans crainte de censure ou de répression, dans le respect des droits d'autrui. C'est aussi un espace de débat, de remise en question, et de progression collective.